Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, nous abordons la troisième partie de Qu'est-ce que la philosophie de Heidegger. À dire vrai, Heidegger a insisté sur la signification positive qu'il accordait au mot destruction. La torche n'est pas faite pour tout réduire en cendres, mais pour éclairer ce qui a été oublié. Il s'agit donc par elle de revenir à un originaire, enfoui, que la conceptualité philosophique a voilé, recouvert, occulté. La destruction fait apparaître, montre, fait voir. Et c'est en cela qu'elle est dite phénoménologique. La définition du détruire charrie donc une entente précise de la vérité et de l'histoire. Les concepts théoriques ont voilé ce qui initialement se donnait comme être découvert. Ils ont dissimulé ce qui se montre tel qu'il se montre à partir de lui-même, qui est la manière dont Heidegger interprète la parole grecque « apophainestai », ta phenomena. L'histoire de la pensée devient dès lors le mouvement du recouvrement de ce qui, initialement, était non-occultation, aletheia, et se tenait dans la lumière. La destruction peut ainsi résonner de manière positive en raison de cette double thèse d'une vérité comme non-occultation et d'une dynamique de l'histoire conçue comme le mouvement de dissimulation d'un originaire initialement là, mais scellé, obstrué, caché. En tant que telles, ces deux thèses, certes fondamentales dans la pensée de Heidegger, ne sont guère neuves en philosophie, quoi qu'aient pu en dire trop de commentateurs du philosophe. En effet, que fait Heidegger ici? Il interprète le dire vrai comme dévoilement de ce qui est caché et en même temps pose la vérité comme ce qui appartient non à la proposition au jugement, mais à la chose même, puisque énoncer ou dire, c'est faire voir à partir de lui-même ce qui se montre tel qu'il se montre à partir de lui-même. Il soutient donc que la vérité procède de la chose et non de la proposition. La vérité est la chose même qui se découvre. C'est là une définition relativement traditionnelle de la vérité, et que d'aucuns comme Husserl ont pu associer à une conception réaliste. Dans ce type de conception, le vrai est le fait de la chose qui se découvre, le logos la recueille et la fait voir comme ce qu'elle est, par soi. Pour le dire d'une comparaison qui, pour sembler scandaleuse, n'en pourrait pas moins être construite rigoureusement, nous ne sommes pas loin ici de la position générale de Frege, pour laquelle la vérité est saisie d'un fait qui est, et est en lui-même vrai, le théorème de Pythagore. Par conséquent, la vérité n'est pas seulement une propriété de ma proposition, mais celle de la chose même. Certes, il s'agit chez Frege de parler des idéalités mathématiques, et non d'une quelconque révélation de l'être ou des structures existentielles d'un être jeté. Il n'est pas question de le nier, mais de remarquer qu'au niveau principiel, les gestes des deux philosophes sont similaires, qui aboutissent à poser que la vérité n'est pas seulement la propriété de la proposition, mais bien que ma proposition est vraie parce que la chose l'est. En termes heideggeriens, la vérité de la proposition est fonction de la vérité non-voilement, qui est le fait de la chose même. Elle n'est pas d'abord dans le jugement, mais dans la chose. Qu'on le veuille ou non, cette position est une option qui n'est pas sans précédent et qui s'inscrit même dans le cadre d'une conception réaliste de la vérité, qui est l'exact inverse de la position des néo-kantiens sur la validité, laquelle, à leurs yeux, ne peut être que celle du sens-jugement et non de la chose ou de l'être. Vérité qui, de ce fait, doit être construite et justifiée par ses propres ressources, et non reçue et donnée par soi. Quant à la conception d'une histoire comme histoire des masques et des dissimulations, déploiement des figures du faux comme figure du recouvrement et à son corollaire d'un départ auroral ou d'une origine primitive, c'est là encore un modèle traditionnel romantique du retour à, conception selon laquelle nous avons perdu ou manqué un originaire,
dont pourtant nous procédons et qui définira en retour notre avenir authentique. Ces deux thèses décisives sur la vérité et l'histoire resteront inchangées jusqu'à la fin. Certes, il y a, dans un parcours de plus de 50 ans, des inflexions repérables. Ainsi, le voilement sera, après être étant, le fait de l'être lui-même, retrait, et la vérité, comme non-voilement, sera l'être même qui se dispense dans son retrait, voilement, dévoilement, là où précédemment, le Dasein semblait encore en charge de cette dynamique par la résolution. Néanmoins, le geste principiel n'est pas modifié. La destruction fil d'Ariane de l'œuvre en son ensemble n'a de sens et d'effectivité que si est admise. La thèse d'un originaire qui est enfoui, occulté, voilé, mais qui peut se révéler, et l'idée que l'histoire est le mouvement de cette occultation. Mais, dira-t-on alors, en quoi Heidegger est-il original, hormis son appel à la destruction? À notre sens, il y a un autre geste qui n'a d'équivalent du temps de Heidegger et qui sera destiné à faire époque. Cet autre geste concerne la destruction et le site, le lieu qu'il façonne pour la mener à bien. Pour le montrer, reprenons le problème d'un peu plus loin. Détruire la philosophie est la particularité de Heidegger à son époque. Mais en soi, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Ainsi, Pascal entendait déconstruire la conceptualité philosophique à partir de la religion. C'est la position du troisième ordre, la charité divine, qui nous permet de juger et de relativiser le deuxième, la connaissance. Kierkegaard élisait également l'attitude religieuse comme le lieu à partir duquel allait se révéler la vanité de l'universel philosophique. Nietzsche détruisait les concepts philosophiques à partir de l'art, le marteau. On a pu aussi tenter cette destruction à partir de la science, la cohorte des positivistes. Toute destruction de la philosophie qui se veut radicale suppose qu'on élise un site, un lieu, un sol, dira Heidegger, à partir duquel l'assaut destructeur pourra s'effectuer. Or, Heidegger innove dans le choix de ce site, dans la détermination de ce sol. Il ne s'agit plus de la religion, même si certains ont voulu montrer que des concepts déterminants avant être et temps ont été formés par sa méditation de textes religieux, et même s'il ne serait guère difficile de montrer point par point les modulations pascaliennes de la plupart des énoncés de ce texte. Néanmoins, si cet aspect religieux de la thématique heideggerienne est patent, il ne la revendique pas, et s'est même opposé, sa vie durant, à cette interprétation-récupération. C'est donc un autre lieu qu'Heidegger façonne, un autre angle qu'il construit, un autre site qu'il élabore, afin de se mettre en mesure de faire exploser la conceptualité philosophique. Ce lieu sera le quotidien. Et de fait, Heidegger, jusqu'à être et temps inclus, est le penseur de l'ordinaire ou du quotidien, et ce bien avant que les philosophes analytiques de l'ordinaire n'en fassent leur thème de prédilection. Jugeons plutôt, n'ayons pas honte des banalités ou trivialités, s'exclame-t-il avant de demander de quoi ai-je l'expérience, de banalités, de petits faits quotidiens. Les descriptions qu'il propose dans ses cours sont celles d'objets de tous les jours, la chaire du professeur, l'atelier de l'artisan, le pommier. Dans un cours à Marbourg, il déclare vouloir la naïveté, et la naïveté pure, celle qui voit de prime abord et à proprement parler la chaise du pupitre. De même, être et temps a pour point de départ ce qui est de prime abord et le plus souvent son factum de base et que la compréhension moyenne et vague de l'être est un fait. Il s'agira donc dans cette œuvre de mettre à jour les conditions de possibilité qui seront les existentiaux de ce factum. Ainsi, le monde de la vie, la facticité des philosophes kantiens de la connaissance, la naturalité des épistémologues naturalistes ont désormais revêtu la figure précise de la quotidienneté. Heidegger dessinera les contours du continuum formé par la concrétude, par tous recherchés à partir de la naïveté de l'homme de tous les jours.
Cet acte ou décision préalable consiste à déterminer un site, un espace ou un plan qui sera le point de départ de l'analyse, factum, et à élucider les conditions qui rendent intelligibles les caractéristiques de ce factum. Par exemple, notre rapport premier au monde, nous dit Heidegger, est un rapport pragmatique, en lequel je considère les choses comme des ustensiles que je manipule. Ces ustensiles forment un réseau de renvoi. Le marteau renvoie au clou, réseau qui forme une totalité ordonnée, pourvue d'un sens immanent, la significativité. Or, cette analyse, pour célèbre qu'elle soit restée, a, du point de vue de son contenu, bien des équivalents à l'époque, et la philosophie pragmatique américaine, introduite avant la guerre de 14 en Europe, avait également attiré l'attention sur cette relation préthéorique au monde, relation en laquelle la préoccupation de l'utile et le type d'action qui en découle précèdent l'attitude contemplative de la connaissance. Ainsi, ne nous faut-il pas conclure qu'en dépit de l'évidente richesse des analyses ponctuelles de Heidegger, ces dernières n'étaient guère à elles seules susceptibles de provoquer un tremblement de terre philosophique. La simple considération du préthéorique comme tel ne semblait pas avoir la capacité de faire s'effondrer le théorique. Disons-le autrement, soit la proposition générale. Nous sommes des êtres concrets immergés dans un monde quotidien avec lequel nous n'entretenons pas de manière constante et immédiate une relation théorique. Posons maintenant cette question abrupte. Qui a jamais prétendu l'inverse ou voulu démontrer le contraire? Personne parmi les philosophes. Nous ne sommes qu'empiriques dans les 3/4 de nos actions, disait Leibniz. Avant de philosopher, il faut manger, notait Aristote. Quant à Descartes, il n'a jamais prétendu que nous étions en toutes circonstances un cogito transparent, mais seulement que nous devions nous efforcer une fois en notre vie de le devenir. Dès lors, on aurait pu simplement concevoir que les philosophes du XXe siècle abordent un territoire nouveau, que Descartes, de fait, focalisé sur la fondation des sciences et donc de la connaissance théorique, n'avait pas arpenté, par désintérêt contingent ou absence d'urgence à l'époque, la religion régnant sur l'appréhension et la gestion du monde quotidien. Ce geste aurait été un geste d'extension du domaine de la philosophie, et non une remise en cause de toute sa conceptualité passée. Il est donc clair que la révolution heideggerienne ne réside pas uniquement dans la description du contenu du monde quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux, abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.